Bonjour à toutes et à tous. Je suis Isabelle Bosque-Nouzière, Global Account Manager chez Nutanix. Je suis basée à Toulouse et au nom de toute l'équipe Nutanix, je vous souhaite la bienvenue pour cette étape toulousaine du .next on Tour. Donc merci d'être venu, déjà prendre le temps de venir, mais surtout dans les conditions que l'on connaît. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous et vraiment du fond du cœur, on vous remercie de vous être déplacés en masse et d'avoir maintenu votre présence aujourd'hui. Je vais profiter de ce début de session pour remercier tous nos sponsors. Donc Fujitsu, Intel, Lenovo, Hewlett-Packard Enterprise, IQ, Rubrik et Vim. Merci à nos sponsors, merci de nous faire confiance, merci de participer à nos événements. Vous avez des représentants de ces sociétés qui sont parmi nous toute l'après-midi et la soirée, donc n'hésitez pas aussi à échanger et interagir avec eux. L'équipe, donc en première ligne, on est en terre de rugby, donc première ligne, ce sont toutes les personnes de Nutanix qui sont basées dans le sud-ouest, donc soit à Toulouse, soit à Bordeaux. Donc Yann Albaric, ici présent, qui a démarré donc Nutanix Sud-Ouest avec son binôme consultant avant-vente Santi Tiramani, que vous connaissez tous aussi. Je travaille en binôme avec un consultant avant-vente, Jérôme Dorgueil, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Nous avons également la chance d'avoir deux Technical Account Managers, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent dans l'entité GSO, qui est l'entité Professional Services de Nutanix, donc Jonathan Olivier et Jérémy Moreau. Jonathan est là parmi nous aujourd'hui. Et Karsten Zimmermann, qui est également basé à Toulouse et qui est un expert autour des databases et principalement de la solution ERA. Les régions de Nutanix sont dirigées d'un point de vue commercial par Adrien Porcheron et sur l'aspect technique par Philippe, qui va animer cette keynote avec moi. Nous avons aussi une solide équipe channel qui est là pour animer, soutenir notre réseau de partenaires. Et donc aujourd'hui, nous avons Marine Lalu et Sébastien Lecoq qui ont ce matin animé le Partner Exchange et qui sont là également pour continuer les échanges avec vous durant le reste de la journée. Je vais passer la parole à Philippe pour rappeler ce qu'est la mission de Nutanix et démarrer dans le vif du sujet. Merci. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Heureux et honoré parce que vraiment vous avez fait preuve de pugnacité aujourd'hui. Donc je tiens à vous applaudir. C'est moi qui vous applaudis. Bravo. Je ne sais pas si c'est du courage ou de la folie. Je pense que c'est du courage. C'est une constante que l'on retrouve chez l'ensemble qu'on retrouve chez Nutanix d'ailleurs et autour de nous. Ce concept de résilience. Je pense que votre présence aujourd'hui, l'implication que vous avez dans les fonctions que vous occupez dans les entreprises, sont motivées par ce moteur, cette envie, cette croyance. Vous auriez pu ne pas venir. Hein. Vous auriez pu dire j'ai un mail qui m'indique qu'aujourd'hui je ne pourrai pas être là. Votre présence, elle signifie quelque chose et ça me touche particulièrement. Je ne vais pas pleurer. Ça me touche particulièrement parce qu'elle désigne quand même quelque chose de très fort. C'est une vraie appartenance. Et merci à Delphin. Je ne sais pas où est Delphin. Delphin a accepté tout à l'heure, il y a 15 minutes, de remplacer une personne pour la table ronde qui n'est pas venue. Donc j'applaudis Delphin. Merci beaucoup. Il t'a menacé, Yann, ou tu veux que je lui parle après? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il accepte? Spontanément. Merci en tout cas. Donc notre mission depuis le début de l'entreprise, maintenant Nutanix va avoir 11 ans cette année. Moi personnellement, ça fait la 5e tournée du Next on Tour sur laquelle je participe. Puis je suis entré chez Nutanix. Et finalement, l'élément constant, ce que l'on nomme tout le temps en introduction, c'est rendre l'IT invisible. Alors, en tout lieu, historiquement, on le faisait chez vous on-premise, et au cours des 10 dernières années, on a développé une stratégie qui a commencé à vouloir rendre les infrastructures de stockage invisibles. Ensuite, on a voulu apporter l'expérience du cloud public dans l'entreprise. Aujourd'hui, on essaie de réunifier cette expérience multi-cloud
est rendu complexe par le jeu de nouveaux acteurs avec la façon dont les offres sont commercialisées pour les rendre les plus harmonieuses possibles. Voilà. C'est un projet, et dans ce projet, finalement, ce qu'on intègre comme ingrédient chez nous, c'est le fait d'avoir la résilience va rentrer effectivement dans la confiance. La confiance que l'on va avoir portée à une marque, à des hommes, à des femmes, à des hommes avec un grand H, à un logiciel, à des personnes qui vont le maintenir, à des personnes qui vont s'engager sur des fonctionnalités qui arriveront. Cette confiance, c'est vraiment, ça nous constitue. On est aujourd'hui, on n'a pas le choix de créer de la confiance pour avoir des partenaires qui veulent reprendre la marque et la distribuer, et la supporter. S'engager aujourd'hui, quand vous mettez des technologies on-premise ou ailleurs, vous devez leur faire confiance. Vous devez dormir la nuit, vous avez des contrats à passer où l'entreprise produit de la valeur autour de ça. Le concept de confiance est une constante et on travaille tout le temps finalement sur cette valeur-là. Une autre valeur très importante pour nous, c'est la capacité, quand on parle de simplicité, finalement, ça veut dire que si on rend quelque chose plus simple et qu'on vous aide à ne plus effectuer une tâche, ça veut dire qu'on va s'occuper pour vous à la réaliser. Quand on dit qu'on supprime le SAN, qu'on a fait dans le passé, vous verrez tout à l'heure que d'ailleurs on a réintroduit des systèmes de stockage partagés, mais c'est une autre histoire. On va devoir intégrer de l'intelligence dans le logiciel pour qu'il puisse être autonome, que l'autonomie qu'il va apporter vous retire et vous fasse gagner du temps pour faire d'autres opérations, pour apporter des projets à plus grande valeur pour l'entreprise qui vous emploie, pour aider à aller chercher de nouveaux marchés, pour accélérer la transformation digitale. Et ensuite, finalement, la continuité, elle est super importante, c'est-à-dire que quand on, comme un éditeur comme Nutanix, qui sort très fréquemment de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles releases, avec des choses qui sont quelquefois mineures et quelquefois majeures, comme on va le voir aujourd'hui, on doit vous offrir une expérience continue qui a du lien, qui a du sens avec ce que vous utilisiez, avec les compétences que vous avez déjà acquis, et ensuite la possibilité de vous permettre d'aller encore plus loin avec tout ce qui arrive dans le futur. Donc cette continuité-là, elle est intégrée dans les systèmes que l'on délivre, elle est aussi intégrée dans la fidélité des personnes qui sont rentrées chez nous. Chez Nutanix, il y a très peu de turnover, en tout cas pour l'instant, et on est vraiment engagé dans ce projet, et on bâtit avec vous cette expérience de comment est-ce que finalement on arrive dans ce monde à simplifier l'informatique pour tenter de la rendre invisible. Alors Nutanix, après ça sera plus technique. Pour l'instant, c'est intéressant quand même de toujours regarder là où on vient et là où on va, là où on est aujourd'hui, et qu'est-ce qui nous inspire. La création de l'entreprise a été inspirée par des ingénieurs qui avaient réalisé dans les géants du web l'intégration de nouvelles fonctionnalités permettant de divorcer avec les contraintes du legacy, du monde matériel. Donc ils ont créé des systèmes de fichiers distribués en middleware, notamment chez Google par le Google File System. Et ils se sont dit, maintenant qu'on a fait un truc génial au début des années 2000, on va essayer de le porter dans l'entreprise et d'apporter aux entreprises cette expérience finalement de rendre les choses les plus simples possibles pour qu'elles permettent d'apporter des valeurs comme la libération du temps. Donc c'est une boîte d'ingénieurs. Une boîte d'ingénieurs qui utilise aussi, qui rêve, qui a des envies, qui s'inspire avec plein de choses. Dans le monde d'aujourd'hui de l'hyperconvergence, où on a été pionnier dans ce domaine, finalement, on a souvent l'habitude de vite parler de Lego. On a vu l'année dernière qu'on a fait Copenhague, le Next était à Copenhague. Lego, c'est une marque européenne basée à Copenhague. Et très vite, quand on crée un data center on-premise, on va très vite auditer vos workloads et on va dire on va créer comme des Lego de différentes tailles, de différentes couleurs, un data center qui vous correspond et qui va pouvoir croître en fonction du temps, en fonction de nouveaux projets, en fonction de nouveaux workloads pour venir créer votre propre data center de manière la plus simple possible sans intégrer de sauts technologiques et le composer dans le temps.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Les Lego nous inspirent. Ensuite, le logo Tesla qui est diffusé sur ce slide est aussi important pour nous. Tesla a réussi à rendre l'expérience de la voiture différente, à revisiter la façon dont finalement on pouvait se déplacer d'un point A à un point B dans un véhicule avec 4 roues. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit une Tesla, mais tout est différent, y compris les mises à jour logicielles qui apportent de nouvelles fonctionnalités et qui vous permettent demain de dire ma voiture, quand j'ai besoin qu'elle me rejoigne sur un parking où je ne sais plus où je l'ai parqué, elle a un mode autonome pour venir vous rejoindre comme dans K2000. Je ne sais pas qui regardait K2000 à l'époque. Moi, j'étais un grand fan de K2000. Et voilà. Mais je préférais quand même MacGyver. Il faut avoir quand même son niveau de priorité dans la vie. Apple, on va parler aujourd'hui, bien sûr, de plateforme. La plateforme Apple a réussi à fédérer le téléphone, le mail, l'Internet et finalement à créer une plateforme multi-applications qu'aujourd'hui on utilise pour beaucoup et qui ont amené à permettre à Android de venir développer des solutions et d'inonder le marché. Aujourd'hui, le smartphone permet d'avoir 80-90% des usages que l'on faisait sur un ordinateur dans sa poche. Ça nous plaît beaucoup. Le principe d'avoir une plateforme qui active des fonctionnalités sous forme de services, ça nous plaît, ça nous excite intellectuellement. C'est majeur pour nous. C'est ce qu'on a développé dans la plateforme Nutanix. C'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on refera un petit peu la lecture de tout notre portfolio. Finalement, tout ça nous inspire. Alors, le logo du milieu, c'est un logo c'est le yin et le yang, qu'on trouve dans beaucoup de cultures asiatiques. Et j'ai envie de dire, il y a une maxime japonaise qui nous plaît particulièrement, que l'on retrouve dans beaucoup d'arts. L'art du thé, les arts martiaux, l'art de la peinture, etc. Finalement, au Japon, rien ne doit être inutile. Tout ce qui est inutile doit être retiré d'une réflexion, d'une équation. Et finalement, cette recherche de supprimer l'inutilité nous a amené, il y a 1 an et demi, à créer un centre de design en Allemagne, Nutanix. Pourquoi ? Parce que finalement, on a vu que les meilleurs designers étaient pour beaucoup européens et ne vivaient pas en Californie. Donc on a dit, on va à Berlin créer un centre de design, et chez Nutanix, toute nouvelle fonctionnalité commence par l'expérience utilisateur. J'aimerais vous parler d'une étude que nous avons menée en 2019 auprès de 2650 décideurs informatiques. Ce qu'on apprend, c'est que 85% des décideurs pensent que le modèle idéal serait un cloud hybride. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent ça ? Parce qu'ils cherchent le choix et la sécurité. Au cours des dernières années, le cloud public a été massivement utilisé par les entreprises pour de bonnes raisons. La facilité d'utilisation, le paiement à l'usage. Mais les entreprises se sont rendues compte qu'ils étaient parfois verrouillés, qu'ils n'avaient pas le choix, la flexibilité qu'ils recherchent. Et chez Nutanix, nous avons la conviction qu'il faut laisser la possibilité aux entreprises de choisir leur matériel, leur hyperviseur ou leur cloud. Et ça, à tout moment. Et si le choix du cloud n'était pas un projet que technologique, mais un projet de transformation dans l'entreprise ? Oui, donc cette vidéo que l'on voulait vous passer avant de dérouler le portefeuille de solutions Nutanix, on le trouve important parce qu'en fait c'est une étude qu'on fait tous les ans qui s'appelle l'Enterprise Cloud Index. On la sous-traite à une société extérieure. Comme disait James dans la vidéo, on va interviewer 2650 décideurs IT dans tout type d'entreprise, secteur privé, public, entreprises de toute taille, petites, grandes, et également dans toutes les zones géographiques. Ce n'est pas une étude exclusivement américaine ou autre. Et donc, on a voulu partager avec vous quelques chiffres en fait, qui sont ressortis de cette étude. Le premier, donc toujours une forte proportion, 60%, de décideurs IT qui considèrent la contrainte sécurité comme impactante fortement dans les décisions de stratégie cloud. Donc ça, c'est plutôt une constante, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Le deuxième chiffre qu'on a trouvé particulièrement intéressant à partager avec vous, c'est ce 73% de personnes interrogées qui indiquent migrer ou avoir l'intention de migrer des workloads applicatifs qu'ils avaient envoyés dans le cloud public et qu'ils vont rapatrier dans leur data center. Donc ça, c'est une tendance assez forte qu'on a détectée dans cette étude. Et au-delà de cette volonté, ce que nous remontent ces personnes et ces décideurs, c'est qu'ils se rendent compte que maintenant, ils ont un besoin extrêmement important d'outillage et de savoir-faire pour bien répartir les workloads dans les différents clouds ou solutions qu'ils vont pouvoir avoir à leur disposition. Et de plus en plus, ce qu'ils pensent qui est critique, c'est de pouvoir faire ça de manière transparente et de manière automatisée. Donc pour eux, c'est ça qui devient finalement le nerf de la guerre. Et donc, au bout du compte, le chiffre que donnait déjà James dans la vidéo, c'est ce 85% de décideurs qui estiment que le modèle idéal, c'est le modèle hybride. Bon, c'est pas nouveau, on le voit dans de nombreuses études, vous l'avez sûrement lu à beaucoup d'autres endroits. Parce que finalement, on se retrouve avec, d'un côté, le cloud public, qui va rester la plateforme unique lorsqu'on veut utiliser des applications en mode SaaS, type Salesforce ou autre. Le cloud public va être aussi adapté lorsqu'on a des charges de travail imprévisibles, avec une notion de fluctuation de charges que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas forcément planifier. Cloud public qui va aussi aider particulièrement les entreprises lorsqu'ils vont lancer des projets à base de microservices ou de certaines technologies qui sont disponibles dans le cloud public à ce stade plus facilement et dans les dernières versions. Donc ça, c'est vraiment pour nous les cas où on va avoir un grand intérêt à fonctionner dans le cloud public. À l'opposé du cloud public, il y a tout ce qui est en périphérie, là où on a besoin de compute au plus proche des objets, de l'IoT, tout ce qu'on entend autour de l'IoT. Là, on a des contraintes de performance et de disponibilité des réseaux qui fait qu'il n'y aura pas un modèle meilleur que d'amener le compute proche de cette périphérie. C'est ce qu'on appelle le edge en général. Puis après, il y a tout le reste, en fait, tout ce qui est déjà dans les entreprises, finalement, tout ce qui est dans les data centers. C'est majoritairement virtualisé déjà, presque tous les clients, vous avez déjà virtualisé tout ça. On a vu pas mal d'initiatives de migration en mode lift and shift vers le cloud public, c'est-à-dire je prends mes VM telles qu'elles sont et je les envoie dans le cloud public. Et maintenant, ce qu'on se rend compte avec un peu de recul, c'est que beaucoup de clients indiquent que ça n'a pas amené les avantages escomptés, notamment au niveau des coûts, du contrôle des coûts, également au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau des performances, puisque très souvent, les applis qui sont dans le cloud, elles doivent continuer à communiquer avec les applis qui sont restés dans les data centers, et ça n'amène pas forcément le modèle qu'ils attendaient, enfin les résultats qu'ils attendaient. Donc tout ça, ça nous amène finalement à cette conclusion que le modèle idéal, c'est le modèle hybride, c'est-à-dire un environnement pour les clients dans lequel vont cohabiter ces trois architectures. Donc c'est cohabiter et surtout collaborer. Et encore une fois, ce qui ressort de cette étude et qui était très important, c'est que les clients se rendent compte, vous vous rendez compte, que vous allez avoir besoin des technologies et des mécanismes qui vont vous permettre en fait d'avoir une très bonne flexibilité entre ces différents environnements et également une très bonne interopérabilité. Et cette notion-là de flexibilité, d'interopérabilité, c'est quelque chose qui a probablement mûri dans l'esprit de tout le monde. Et vous allez voir dans la suite des présentations et puis des démos que sur ces sujets-là, sur cette notion d'interopérabilité des clouds, du cloud hybride, nous avons beaucoup de solutions à vous proposer et à partager avec vous. Alors, une plateforme, toute application, de partout. En effet, ce qui est intéressant dans ce slide qui va se dérouler, c'est de noter que Nutanix, finalement, intègre la liberté de choix. Alors, c'est bien d'avoir du choix dans la vie, mais il ne faut pas non plus trop en avoir, sinon on n'arrive pas à prendre des décisions pragmatiques. Il y avait toute une réflexion il y a quelques mots autour du choix. Et ce qui nous a semblé être juste, c'est d'arbitrer, d'ouvrir un éventail le plus large possible, basé sur vos feedbacks, pour nouer des partenaires avec des acteurs. Bon, les partenaires, ils sont tous là, ils n'ont tous pas la même maturité et on n'a pas forcément tous terminé le travail pour que les solutions soient GA. On va quand même détailler. D'abord, sur la gauche, on voit le volet des constructeurs de serveurs. Nutanix est un développeur de logiciels seulement.
Notre métier, ce n'est pas de fournir des plateformes. Donc historiquement, on avait un seul modèle appliance qui était commercialisé. Et on a très vite compris que la demande du marché était d'ouvrir et d'avoir une indépendance de la plateforme matérielle pour que celle-ci puisse, en fonction de vos contraintes, correspondre à vos stratégies d'acquisition de serveurs. Et donc, je ne vais pas tous les nommer, mais on a eu Intel avec qui on a commencé le partenariat parce qu'on était en super micro. On a eu Dell, EMC, avec qui on a commencé il y a quelques années à ouvrir un partenariat. Ensuite est arrivé Lenovo, qui est présent aujourd'hui. Fujitsu, évidemment. On a supporté du NEC, de l'Inspur, de l'Hitachi, de l'IBM sur des gammes P-Series, Power, merci. Et on est allé ouvrir un partenariat très fort avec HPE récemment. Récemment, ça fait quelques mois. On va en parler tout à l'heure. Donc on est très fiers de cet éventail multicolore qu'on a su ouvrir pour avoir cette diversité de choix sur les plateformes matérielles. Par ailleurs, historiquement, on a commencé à avoir une empreinte de nos serveurs chez des service providers qui ont fait le choix de mettre pour des raisons, pour en évoquer. En général, ce sont deux principales raisons. La première raison qui les a motivés, les services providers, à mettre du Nutanix, c'est la simplicité de l'infrastructure rendue et leur permettre d'avoir n'importe quel type de ressources chez eux, utiliser ces serveurs et ces solutions logicielles sans le stockage partagé de la manière la plus simple possible et d'avoir de la prévisibilité sur l'alignement du workload versus la progression des marchés qu'ils arrivaient à avoir. Donc cette notion de scale-out, elle est super importante et elle a séduit très vite le marché des services providers qui avait pour habitude d'acheter de grosses baies de stockage avec plein de serveurs et d'espérer pouvoir les rentabiliser, les remplir. Donc ce qu'on appelle les MSP. Ensuite, on s'est ouvert vers des services de cloud américains. On va en nommer quelques-uns. On fera une démo tout à l'heure sur AWS. Donc AWS, avec qui aujourd'hui on finalise l'intégration, le partenariat pour délivrer dans quelques mois, jours, semaines, Nutanix sur AWS. On en parlera tout à l'heure. On est en train de finaliser aussi tout ça chez Microsoft Azure. Et on a la même démarche avec GCP, avec qui on a déjà implémenté des technologies qui s'intègrent chez eux. Les solutions Xi Frame que vous verrez tout à l'heure sont déjà des brokers de services, desktop as a service, qui viennent supporter l'accès à ces fournisseurs de services de type cloud public que Louis Thienot vous présentera tout à l'heure si vous allez dans la session End-User Computing. Et donc cette expérience hybride cloud, ça nous caractérise. On voit aujourd'hui beaucoup d'éditeurs en parler. La particularité de Nutanix, c'est qu'on a développé un OS qu'on appelle le Cloud OS, qui est en fait la même solution logicielle que vous avez déjà pour beaucoup intégré chez vous et que l'on a aussi intégré chez ses partenaires. Et donc le fait d'avoir le même ADN, les mêmes solutions logicielles, nous ont permis de développer une mobilité, notamment dans le développement des licences découplées, qui permet aujourd'hui de dire j'ai une licence, je la possède, elle était chez moi, si je souhaite la déplacer chez un de ces fournisseurs de services, je vais pouvoir le faire. Donc c'est déjà unique dans la façon de penser la liberté que vous allez avoir d'évoluer dans votre stratégie multi-cloud. Stratégie multi-cloud, c'est aussi la façon dont vous allez consommer dans le cloud du logiciel et chez vous, et aligner ces deux façons de consommer pour qu'elles soient uniques. Donc ça nous caractérise. Dans cette plateforme Nutanix, ce qui est carrément génial, c'est le même logiciel évolue dans le temps et offre de nouvelles fonctionnalités sous forme de services. Chaque nouvelle release apporte quelque chose de plus, ou presque chaque nouvelle release. Et du coup, on va pouvoir, là où la plateforme n'avait dans l'histoire qu'un service de VM intégré, aujourd'hui rendu multi-hyperviseur évidemment, on a développé un service natif de containerisation et on a développé nativement des
services qui vont permettre d'avoir tout d'abord la possibilité d'intégrer de la micro-segmentation, d'isoler des flux de communication réseau inter-VM dans la plateforme logicielle Nutanix, dans ce que vous allez intégrer chez vous. Donc ça, c'est un mécanisme de sécurité super important. Tout à l'heure, je disais, on a supprimé le SAN, et en fait, aujourd'hui, on a recréé des fonctionnalités de service, de stockage à la demande, as a service. Vous allez avoir du NAS as a service. Jérôme en parlera tout à l'heure dans sa session Private Cloud. Vous allez avoir du Object, du S3 as a service. Vous allez avoir de l'ISCSI as a service, du volume. On va retrouver des services que la plateforme active et permettre finalement de retrouver des services dans la plateforme que vous allez pouvoir utiliser dans différents cas d'usage en fonction de vos contraintes, de vos projets. Vous allez vous retirer la nécessité de devoir créer des silos par fonctionnalité, par projet. Et ça, c'est quand même une expérience unique et elle nous caractérise. Ensuite, Christophe Geoffrey va tout à l'heure nous faire une présentation. On a appelé ça le One Click Experience. Moi, j'appelle ça le Christophe Geoffrey Show. Parce qu'il a cette façon de mettre une histoire qui pourrait être votre histoire avec la plateforme Nutanix et des composants logiciels qui permettent finalement d'utiliser des mécanismes d'automatisation. Vous verrez, il utilisera de la containerisation, de l'orchestration, l'automatisation, peut-être un peu de script aussi. Et autour de ça, vous allez pouvoir finalement découvrir qu'on peut faire avec une plateforme simple et de l'orchestration qui va vous permettre de créer des choses complexes d'une manière la plus simple possible et de programmer comme une infra as code votre infrastructure pour qu'elle puisse s'exécuter sur les éléments que vous allez indiquer dans cette plateforme-là. Enfin, on retrouve dans tous les sujets de toutes les discussions que l'on a dans les projets de modernisation de son infrastructure, la valeur SLA. Le SLA, c'est l'engagement que vous allez prendre vis-à-vis de votre direction générale sur la teneur en fonction d'un élément non prévu pour supporter un service. Et vous allez couvrir une notion de risque. Le coronavirus n'attaque pas le système informatique. Pas pour l'instant. Par contre, il y a le cryptovirus. Donc il y a des démarches dans lesquelles vous allez dire « Ok, si je mets typiquement un stress cluster, ce cryptovirus, ça peut être attaqué directement. Je peux avoir une infrastructure qui peut être pénalisée de deux côtés en direct. Donc est-ce que je vais faire un PRA avec un débordement avec un site asynchrone ? Ou est-ce que je vais abandonner l'infrastructure stretch et je vais mettre une infrastructure juste répliquée en mode asynchrone ou presque synchrone, on appelle ça le near synchrone, on en parlera tout à l'heure. Mais disons que peu importe la question que vous allez vous poser pour vos propres motivations, l'infrastructure Nutanix va permettre d'être configurée pour répondre à l'ensemble des différents SLA que vous devriez couvrir pour l'entreprise qui vous emploie. Je ne vais pas nommer les produits, ce n'est pas l'objet, on verra tout ça tout à l'heure dans les sessions spécifiques. Ce qui est important, c'est de voir que chaque itération permet d'apporter de nouvelles applications qui sont souvent alignées sur certains workloads spécifiques et de les supporter. Donc on va aujourd'hui supporter des applications critiques, de la database, on va supporter des applications de type VDI historiquement, en effet. On va ouvrir aujourd'hui la possibilité de délivrer des services d'automatisation de database aussi et de protection de la donnée. C'est ce que Massogi Diallo nous présentera tout à l'heure dans sa super session. On verra que l'infra Nutanix peut aussi unifier ce fameux Cloud OS et être déposé sur des sites proches, sur des sites distants, qui sont souvent des sites dits robots avec peu de VM, mais qui restent néanmoins très importants pour assurer la continuité de service et délivrer un service à des utilisateurs qui en ont besoin. Et aujourd'hui, on va arriver des projets autour de la machine parle à une machine. Pourquoi ? Parce qu'on va trouver en périphérie des capteurs qui vont devoir communiquer vers des systèmes plus intelligents que ce que les capteurs ne savent le faire, gérer les données et ensuite développer autour de ça un cas d'usage qui peut rendre service. Et on le voit aujourd'hui apparaître dans plein de cas d'usage.
On a plusieurs projets dont on parle souvent, notamment le Smart Checkout pour une société qui s'appelle Compass, Groupe France, pour qui on a créé le Shazam du plateau repas. On a un plateau repas qu'on met sous une caméra, on a directement le prix du menu. Et donc, on a développé, grâce à Xai IoT, une plateforme qui permet d'intégrer, proche des capteurs, le lien entre la partie des capteurs à suffisamment de ressources à computer, qui nécessite d'avoir de l'infrastructure distante. Donc si on a une infrastructure distante, on a comme un data center. Et comment peut-on réunir finalement, si on a des centaines, voire des milliers de mini-sites distants, la simplicité de les fédérer et les réunir et les gérer d'une seule et même manière. C'est ce qu'on développe pour permettre finalement de réussir des projets de mise en production avec une échelle très importante, des projets IoT. C'est spécifique, c'est pas quelque chose que l'on va développer aujourd'hui, mais sachez que c'est quelque chose que l'on couvre et qui est unique dans la façon dont on le fait, parce qu'on va pouvoir d'ailleurs rattacher l'ensemble de ces devices et des spécificités liées au code utilisé dans ces composants avec des solutions multi-cloud.